Le journal de 13h30 sur les ondes de RTCI. Bonjour à toutes et à tous, au sommaire de cette édition. Retour au calme ce mercredi dans la ville de Mazuna après des manifestations nocturnes suite à la mort de 3 élèves dans l'effondrement du mur d'un lycée. À Gasserine, un enfant décédé dans un accident de transport scolaire. À Hassi El Frid, des mesures urgentes annoncées par le gouverneur de la région. Phosphate, la production repart à la hausse. La CPG annonce une progression de 18% au premier trimestre de l'année en cours. Hébergement alternatif, le ministère du Tourisme annonce la publication imminente de nouveaux cahiers des charges pour soutenir un tourisme plus accessible et durable. Recensement agricole, la présidence du gouvernement lance une opération inédite pour cartographier les exploitations à l'échelle locale. Intempéries appelle à la vigilance pour les agriculteurs et les citoyens face à aux fortes pluies et vents violents attendus cet après-midi. Enfin, dans le monde, l'entité sioniste intensifie ses attaques en Palestine et au Liban malgré les appels internationaux au cessez-le-feu. Mesdames et messieurs, bonjour. La ville de Mazuna a retrouvé son calme ce mercredi après une nuit agitée par des manifestations déclenchées suite au drame survenu lundi dans un lycée local où l'effondrement d'un mur a coûté la vie à 3 élèves. En réaction, les protestataires ont bloqué des routes et incendié des pneus. Les forces de l'ordre déployées en renfort ont eu recours aux gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Ce matin, une marche pacifique a sillonné les rues de la ville à l'initiative d'élèves, de parents et de citoyens, exigeant une visite du président de la République, dénonçant la marginalisation de la région et réclamant le renforcement des infrastructures publiques, notamment l'hôpital et la poste de la région, ainsi que la création d'une unité de la protection civile. Les habitants ont également réclamé la libération du directeur du lycée, arrêté dans la foulée du drame. De son côté, le porte-parole du tribunal de première instance de Sidi Bouzid, Jawher El Gebsi, a précisé aujourd'hui que le directeur du lycée est toujours en garde à vue. Il est poursuivi pour homicide et blessures involontaires. Dans une déclaration accordée à la radio nationale, Jawher El Gebsi a ajouté que l'enquête concerne 5 personnes au total, parmi lesquelles des agents en poste et des retraités. Encore un drame à Hassi El Frid. Un enfant de 12 ans a perdu la vie et 4 autres ont été blessés hier dans le renversement d'un véhicule utilitaire utilisé pour le transport scolaire. En réaction à cette tragédie, le gouverneur de Gasserine, Ziad Trabelsi, a annoncé une série de mesures d'urgence, la mise à disposition d'un bus régional pour assurer le transport des écoliers, la réouverture du bureau de poste de Khangue del Jezia, ainsi que l'accélération des travaux pour garantir l'accès à l'eau potable dans la zone. Un accompagnement médical, psychologique et social a également été promis à la famille de la victime. Dans la page économique, la production de phosphate reprend progressivement à Gafsa. Au cours du premier trimestre de cette année, la production de phosphate commercial a enregistré une hausse de 18% par rapport à la même période de l'an dernier. Le point avec notre correspondant Lardar Suite. Ce matin, dans les carrières d'Omdil, on a suspendu le travail en prévention d'éventuels enlisements des engins dans un sol regorgeant d'eau suite aux dernières averses, bien que modérées et limitées dans le temps. La production du premier trimestre aurait dû dépasser le million de tonnes selon les prévisions qui tablent sur un total de 5 millions de tonnes d'ici la fin de l'année. La compagnie des phosphates est également sur le point de conclure un prêt de 233 milliards de millimes auprès de la Banque européenne de développement pour l'acquisition de nouveaux engins et le renouvellement de l'équipement en service. Normalement, il est à la portée de la direction de la compagnie d'atteindre ses objectifs et ramener le rythme de sa production à sa vitesse de croisière des années d'opulence et de prospérité.
Les produits des opérations d'intervention de la Banque centrale de Tunisie ont atteint 1,2 milliard de dinars en 2024, en hausse de 2,4% par rapport à 2023. Selon les états financiers de la BCT, cette hausse a contribué à un bénéfice global de 1,3 milliard de dinars pour l'année 2024. La question de l'indépendance de la BCT reste toutefois au cœur du débat, avec une proposition de loi visant à abroger la législation actuelle jugée responsable des pertes économiques importantes. Les initiateurs du projet de loi dénoncent les coûts engendrés par l'indépendance de la BCT, notamment une perte de 67 milliards de dinars pour les contribuables. La commission de la santé au sein du Parlement a auditionné hier des représentants du gouvernement concernant le projet de loi sur l'organisation des contrats de travail et l'interdiction de la sous-traitance. Les députés ont souligné la nécessité d'éradiquer l'exploitation de la main-d'œuvre tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Ils ont également mis en avant la nécessité de créer des mécanismes pour intégrer ces travailleurs dans des grades correspondant à leurs qualifications, soulignant les injustices liées aux contrats existants. Les élus ont également exprimé des préoccupations quant aux impacts du projet de loi sur les entreprises privées, notamment sur les investissements étrangers, si la sous-traitance est totalement interdite. Les projets des cahiers des charges relatifs à l'hébergement touristique alternatif avancent à grands pas. Ils sont finalisés à près de 80% et leur publication est attendue très prochainement. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre du Tourisme, Sofiane Traya, lors du lancement d'un colloque national consacré à ce sujet. Il intervient au micro de Zain Fers. Il y a 4 cahiers de charges, il y a des projets. Il y a le tourisme des gîtes ruraux, le cahier de charges aussi des maisons d'hôtes, des campements et bien sûr des motels. Donc nos estimations et nos recensements ont dépassé les 2000 dans le secteur. Par contre, qui exercent leurs activités de manière réglementaire, le chiffre est beaucoup moins que ça. Donc après l'élaboration de ces cahiers de charges, on va donner un délai pour que tous les acteurs déclarent leurs activités. Il va y avoir une plateforme numérique qui sera mise à la disposition et qui sera élaborée en collaboration avec les fédérations professionnelles et qui va permettre donc à tous les acteurs d'adhérer à cette plateforme et de déclarer surtout leurs activités. Les projets de cahier de charges élaborés seront transmis au ministère concerné, à la présidence donc, du gouvernement pour qu'ils prennent leur chemin vers la diffusion. Donc on va accélérer le processus pour que tout le monde puisse entrer en activité. Ça sera un système plutôt déclaratif. Avec près de 2000 établissements déjà recensés à travers le pays, maisons d'hôtes, campings, gîtes et hébergements ruraux, cette offre représente une alternative de plus en plus crédible à l'hôtellerie traditionnelle. L'objectif de ces nouveaux cahiers des charges est de simplifier les procédures administratives, réduire les délais d'autorisation et surtout encourager l'investissement dans ce secteur en plein essor. Houssem Ben Azouz, président de la Fédération interprofessionnelle du tourisme, au micro de Zain Fers. Le ministère et nous aussi les professionnels, on a senti la nécessité de faire évoluer les textes juridiques qui encadrent l'hébergement alternatif touristique. Parce qu'à ce jour, normalement, l'hébergement alternatif touristique est géré par des lois, des commissions, donc c'est une licence qu'on doit avoir au préalable. Mais le problème, c'est complexe, donc les procédures sont très lourdes. Ça se reflète dans les chiffres. On a constaté environ 2000 hébergements alternatifs touristiques, maisons d'hôtes, gîtes, etc. Une minorité, 100, 150 maximum, qui ont leur agrément, 120 qui ont déposé un dossier, et tout le reste, les 1800, travaillent de façon irrégulière. Donc il faut simplifier, c'est pour ça la meilleure méthode, c'est le cahier des charges, qui doit être simple. C'est pour ça qu'on est en train de discuter de ça. On a bien avancé. Il reste des choses qu'on va voir aujourd'hui dans les workshops. Les opérateurs auront un délai pour régulariser leur situation. Et nous, en tant que fédération, nous pourrons les conseiller, les orienter. Il y a un grand intérêt pour ce secteur, beaucoup d'investissements. Et le meilleur moyen, c'est d'avoir un cahier des charges assez souple pour englober tout le monde.
La chef du gouvernement, Sarah Zafarani Zinzri, a présidé hier un conseil ministériel restreint consacré aux préparatifs du tout premier recensement général de l'agriculture. L'objectif étant de cartographier avec précision l'ensemble des exploitations agricoles du pays jusqu'à l'échelle locale. Cette opération statistique nationale fournira une base de données géoréférencée inédite essentiel pour mieux orienter les investissements, valoriser le foncier agricole et appuyer les petites exploitations. La démarche vise aussi à renforcer la gouvernance et à accélérer la digitalisation du secteur. Un plan d'action participatif impliquant tous les ministères concernés est en cours d'élaboration selon la présidence du gouvernement. Le ministère des Domaines de l'État a engagé aujourd'hui au CEF des actions d'envergure portant régularisation de la situation foncière des propriétaires privés établis dans les domaines publics et de certains projets publics établis dans des domaines privés, outre l'affectation de terrains domaniaux au profit des jeunes agriculteurs à des fins professionnelles. Le point avec Jamel Tibi. C'est le ministre des Domaines de l'État qui, lors de la visite qu'il a effectuée aujourd'hui au KFF, a procédé à la remise des notifications de régularisation ou d'affectation des terrains domaniaux situés dans plusieurs régions en faveur des jeunes promoteurs dans le secteur agricole pour la création de projets intégrés individuels dans le domaine agricole. Le ministre a aussi remis par la même occasion des certificats d'affectation de terrains publics au profit de certaines administrations régionales pour la construction de sièges ou de locaux de direction régionale ou encore de services culturels, sécuritaires ou agricoles. Outre la régularisation des terrains établis sur la voie ferroviaire numéro 6 reliant le KEF à la capitale. Dans sa déclaration, le ministre a souligné la portée de ces actions aussi bien pour l'acquisition de certificats de propriété des logements construits sur les domaines de l'État que pour la promotion du secteur agricole ou encore la mise à la disposition des services de l'État de terrains destinés à la construction d'administrations régionales ou de services spécifiques à caractère public. Le ministère de l'Agriculture appelle les agriculteurs et les pêcheurs à faire preuve de vigilance face aux intempéries attendues ce mercredi dans plusieurs régions du pays. Selon l'Institut national de la météorologie, des orages accompagnés de fortes pluies toucheront d'abord l'ouest avant de s'étendre progressivement vers le nord-est et le centre avec des averses localement intenses, notamment au nord. Les cumuls pourraient atteindre jusqu'à 70 mm dans le nord-ouest avec un risque de grêle, des vents violents dépassant temporairement les 80 km/h et une visibilité réduite par le sable dans les zones du sud. L'INM ainsi que le ministère de l'Agriculture recommandent d'éviter toute sortie en mer, de mettre le matériel agricole à l'abri et invitent l'ensemble des citoyens à suivre les consignes des autorités. La transition écologique et sociale s'impose comme une priorité pour les entreprises tunisiennes. Pour en débattre, la première édition du forum sur les initiatives de développement durable qui s'est tenue ce matin à l'IACE sous le thème « Pilotage de la transition environnementale et sociale dans les entreprises tunisiennes » se présente comme une plateforme clé pour renforcer la coopération publique-privée et accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable dans le pays. Organisée par des établissements privés sous l'égide du ministère de l'Environnement et en partenariat avec des groupes d'experts, les dirigeants et acteurs clés des secteurs publics et privés ont débattu de l'adaptation des stratégies de durabilité au contexte tunisien. Au programme, des panels d'experts, des débats sur les défis et opportunités de la transition et des solutions concrètes pour une économie plus responsable. Comment faire du numérique une solution pour la transition écologique? Réponse de Senectat, maître de conférences en sciences de gestion et chercheuse à l'université de Le Mans, en micro de Ensaf Zeri. Les technologies
technologies vertes peuvent être une solution efficace pour la transition écologique. Par exemple, ce qu'on appelle l'IT for Green, ce sont les technologies de l'information et de la communication qui visent la réduction de l'empreinte environnementale dans des contextes autres que les contextes IT et donc proposer aussi une démarche d'amélioration continue de l'empreinte écologique et sociale du numérique. Les principaux facteurs d'adoption des Green IT dans les entreprises, et là ces recherches ont démontré l'importance de l'approche institutionnelle, c'est-à-dire du soutien des gouvernements et des parties prenantes pour stimuler les actions organisationnelles en lien avec le développement durable. Il y a aussi l'importance de la sensibilité des employés dans les entreprises à la durabilité environnementale pour stimuler l'adoption des Green IT, et puis aussi le contexte organisationnel, quand il est favorable à travers des démarches de responsabilité sociétale des entreprises, peuvent aussi inciter les acteurs organisationnels et les entreprises à utiliser ces technologies durables, innovantes et respectueuses de notre environnement. Lancement ce matin du Forum national de la promotion de l'artisanat et de l'entrepreneuriat pour les personnes en situation de handicap au Centre international pour la promotion des personnes handicapées à Gamart. Organisé à l'initiative de l'Office national de l'artisanat, ce forum vise à mettre en lumière les talents et savoir-faire artisanaux des personnes en situation de handicap en favorisant leur intégration dans une dynamique économique durable. Najah Shrif, fondateur de la start-up Hand Success International, au micro de Rajab Namar. On a signé une convention avec l'Office national de l'artisanat afin de promouvoir les produits des personnes en situation de handicap, de travailler sur l'amélioration de la qualité. On a fait pour eux la plateforme Handi Artisan pour promouvoir les produits des personnes en situation de handicap, et aussi c'est un marketplace où ces entreprises ils trouvent les produits des personnes en situation de handicap. À travers aussi cet événement d'aujourd'hui, c'est de présenter les produits des personnes en situation de handicap aux entreprises, et même aussi nous avons quelques banques qui sont partenaires avec Handi Success et sont engagés dans le process d'une vraie inclusion économique pour ces personnes. On aide soit les personnes en situation de handicap à trouver des emplois, soit les entreprises à trouver des profils adéquats suivant leurs besoins. On ne peut pas parler de travail sans parler d'inclusion professionnelle, sans parler d'une préparation à l'insertion à la vie professionnelle. On a notre plateforme Handi Training qui offre des formations sur ce site pour les personnes en situation de handicap qui ont été acceptées par les entreprises. Actualité dans le monde, l'entité sioniste poursuit ses crimes à visage découvert et sur plusieurs fronts. Un homme est tombé en martyr et un autre a été blessé ce mercredi, ciblé par un drone de l'armée sioniste à Oued el-Houjaïr dans le sud du Liban, alors qu'un cessez-le-feu censé entraîner le retrait complet de l'armée sioniste n'a toujours pas été respecté. L'occupant maintient ses positions militaires sur 5 points, violant ouvertement les accords et la souveraineté du Liban. Pendant ce temps, Al-Quds occupé, des centaines de colons sionistes ont une fois de plus envahi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa sous haute protection de la police de l'occupation. À Gaza, la situation humanitaire continue de se détériorer à une vitesse alarmante. Médecins sans frontières a tiré la sonnette d'alarme. Gaza est devenue une fosse commune pour les Palestiniens et ceux qui leur viennent en aide. Dans l'actualité sportive, avant de vous quitter, dernière affiche au programme ce mercredi en Coupe de Tunisie de football. L'Espérance de Tunis affronte l'Avenir sportif de Gasserine cet après-midi à partir de 14h au stade Hamad El Aghebi d'Oradès pour le camp des 6e de finale. Précision importante, les 100 et or évolueront sans leurs joueurs étrangers comme l'impose le règlement face aux clubs de division inférieure. Ce journal touche à sa fin, un bref rappel de ses titres. Retour au calme ce mercredi dans la ville de Mazouna après des manifestations nocturnes suite à la mort de 3 élèves dans l'effondrement du mur d'un lycée. Phosphate, la production repart à la hausse. La CPG annonce une progression de 18% au premier trimestre de l'année en cours. Intempéries appelle à la vigilance pour les agriculteurs et les citoyens face aux fortes pluies et vents violents attendus cet après-midi. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. C'était Qaïs Al-Bouzrib à la technique, Aziad Mahjoub au micro. Bonne suite de programme sur RTCI.